Mes parents ont ignoré mes appels urgents de l'hôpital. Mon frère faisait une crise à cause d'une contravention. Pourquoi faites-vous tout ce remue-ménage? Vous n'êtes pas en train de mourir. N'appelez pas en panique, Marc a besoin d'argent de toute urgence pour payer l'amende. J'ai donc fait venir mon avocate aux urgences. Lorsqu'ils m'ont finalement fait l'honneur de leur présence, ils ont découvert le véritable coût de leur négligence. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez, et quelle heure il est là-bas maintenant. Commençons notre histoire ensemble. L'odeur métallique de l'antiseptique flottait lourdement dans l'air, une odeur âpre et stérile qui ne masquait que peu l'odeur cuivrée de mon propre sang. Chaque respiration était une victoire insignifiante, chaque battement de mon cœur, un rappel douloureux que j'étais techniquement en vie. J'étais allongé sous la lumière fluorescente crue d'un box d'urgence, ma jambe gauche surélevée et lancinante comme un rythme d'agonie. Des médecins et des infirmières étaient venus et repartis, leurs visages aimables mais froids, leurs questions précises. Ils m'avaient stabilisé, évalué les dégâts et m'avaient laissé seul avec mes pensées et le bip faible et persistant des moniteurs à côté de mon lit. C'est alors que la vraie douleur a commencé. J'ai tâtonné pour trouver mon téléphone sur la petite table à côté de moi. L'écran était fissuré, une toile d'araignée irradiant du centre, reflétant la fracture que je soupçonnais fleurir quelque part dans ma jambe. Mes doigts, tremblants de choc et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore nommer, ont navigué jusqu'au contact de mes parents, mes contacts d'urgence, les personnes qui étaient censées être là. Le premier appel est allé sur la messagerie vocale, les deux suivants aussi. À la troisième tentative, ma mère a enfin répondu. Sa voix était tendue d'irritation. « Alex, qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu quelle heure il est? Et ton frère fait une crise complète. On essaie de gérer ça. » Une vague de froid m'a submergé, plus froide que la mince couverture d'hôpital. « Maman, ai-je murmuré, la voix tremblante, je suis aux urgences. Il y a eu un accident. » Un instant de silence, puis un soupir teinté d'impatience. « Un accident? Vas-tu bien? Tu n'es pas en train de mourir, n'est-ce pas? Parce que Marc vient de recevoir une contravention. Peux-tu le croire? Une contravention, et il est absolument désemparé. Il a besoin d'argent immédiatement pour payer l'amende, sinon ils vont saisir sa voiture. Il est pratiquement en larmes. La voix de mon père, un grondement sourd d'agacement, est venue du fond. C'est Alex? Dis-lui d'arrêter de faire tout ce remue-ménage. Marc a besoin de nous en ce moment. Pourquoi appelle-t-il? En panique? La panique m'a serré la poitrine comme si quelqu'un avait enroulé des barbelés autour de mes poumons. J'étais allongé aux urgences, meurtri et seul, et il le qualifiait de remue-ménage parce que mon frère de 30 ans était contrarié par une contravention de stationnement ou peut-être une infraction au code de la route. Peu importe, c'était insignifiant. Maman, papa, je me suis peut-être cassé la jambe. Je passe des examens. J'ai essayé à nouveau, les mots se coinçant dans ma gorge. Oh, Alex, ne sois pas si dramatique, a dit ma mère, sa voix s'adoucissant juste assez pour paraître condescendante. Tu es fort. Tu vas aller bien. Marc a besoin qu'on se concentre sur lui en ce moment. Il est vraiment sensible à ce genre de choses. Pourquoi appelles-tu en panique? Tu n'es pas en train de mourir. N'appelle pas en panique. Marc a besoin d'argent de toute urgence pour payer l'amende. La ligne est tombée. Elle a raccroché. Le téléphone est tombé de mes doigts tremblants sur le mince matelas. Le métal froid des barreaux du lit d'hôpital était piquant contre ma peau. J'ai regardé les dalles de plafond stériles, la lumière fluorescente bourdonnant au-dessus de ma tête, un son qui semblait assourdissant dans le silence soudain après leurs paroles, « Tu n'es pas en train de mourir. N'appelle pas en panique. Marc a besoin d'argent de toute urgence pour payer l'amende. » Ces mots se sont répétés dans mon esprit, une berceuse cruelle et tordue. Il ne s'agissait pas seulement de l'accident, il ne s'agissait pas seulement de l'appel téléphonique. Il s'agissait de tout ou une vie entière comprimée en un moment brutal de clarté. En grandissant, j'étais toujours celui qui était responsable. Marc était celui qui était sensible, celui qui avait besoin d'aide supplémentaire, de patience supplémentaire, de tout en plus. Si j'avais un A, c'était attendu. Si Marc avait un C, c'était célébré comme « faire de son mieux ». Si je voulais quelque chose, j'économisais pour ça. Si Marc voulait quelque chose,
il faisait une crise de colère ou avait l'air triste, et l'argent apparaissait d'une manière ou d'une autre souvent grâce aux économies de mes parents. Des économies que je savais avoir indirectement contribué à constituer depuis que j'avais commencé à travailler à temps partiel à 16 ans. Lorsque je suis allé à l'université, j'ai eu 2 emplois pour payer mes livres et mes frais de subsistance, contractant un minimum de prêts, déterminé à ne pas surcharger mes parents. Marc est allé dans une université publique plus proche de chez lui, et ils ont payé la majeure partie de la facture, se plaignant tout le temps du coût, mais trouvant pourtant de l'argent supplémentaire pour sa vie sociale. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, ils m'ont fait pression pour l'aider à trouver un emploi, même si je commençais tout juste ma propre carrière. Il te regarde, Alex. Tu es son grand frère. Il a besoin de tes conseils. Les conseils se sont rapidement transformés en soutien financier, quelques centaines d'euros ici pour le loyer, 1 000 d'euros là pour une réparation de voiture, le remboursement d'une facture de carte de crédit qu'il avait oubliée. C'était toujours présenté comme temporaire, juste jusqu'à ce qu'il se mette sur pied, mais les pieds ne se sont jamais vraiment posés. Il trouvait un emploi, le perdait, avait besoin de plus d'aide. Mes parents soupiraient, se tordaient les mains, puis m'appelaient. Alex, Marc a vraiment des difficultés. Il parle de rentrer à la maison. Pourrais-tu l'aider? Juste cette fois-ci. Cela voudrait dire le monde pour nous. Ce n'était pas seulement Marc. Mes parents ont pris l'habitude coûteuse d'avoir besoin d'aide, une réparation de toit qu'ils ne pouvaient pas se permettre, une facture médicale, un remplacement de voiture. J'ai envoyé l'argent. Cela ressemblait à une forme perverse de dîme, mon argent durement gagné envoyé à la maison parce que, la famille est de la famille. Je l'ai justifié. C'étaient mes parents, ils m'ont élevé. Marc était mon frère, il traversait juste une phase. Je me suis convaincu que c'était de l'amour, que c'était la famille. Si je donnais assez, si j'aidais assez, si j'étais assez responsable, ils me regarderaient enfin avec la même fierté naturelle qu'ils avaient pour Marc, même lorsqu'il échouait. C'était mon point aveugle, mon besoin profond et lancinant de leur approbation inconditionnelle, de l'affection facile qu'ils prodiguaient à Marc, m'a gardé attaché à cette dynamique épuisante. Je pensais que mes sacrifices construisaient des ponts, mais ils ne faisaient que renforcer les chaînes. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, comme la fois où j'ai rendu visite à la maison et qu'il n'y avait pas une seule photo de moi exposée de manière visible, tandis que les photos encadrées de Marc recouvraient la cheminée et les murs, même de vieilles photos de sport scolaire auxquelles il avait à peine participé. Ou les vacances où les conversations tournaient entièrement autour du dernier petit drame ou succès de Marc, tandis que mes réussites étaient accueillies par un bref signe de tête et un changement rapide de sujet. J'avais l'impression d'être un employé, une ressource fiable, mais pas un membre chéri de la famille de la même manière que Marc. Mais je refoulais ces sentiments. Ils t'aiment à leur manière, me disais-je. Ils s'inquiètent juste plus pour Marc parce qu'il est le plus sensible. Allongé là aux urgences, la lumière bourdonnante, l'odeur d'antiseptique, la douleur lancinante dans ma jambe, leur voix résonnant, tu n'es pas en train de mourir. Marc a besoin d'argent de toute urgence, tout à fait clic. Il n'y avait pas de propre façon d'aimer, il n'y avait que ça. C'était l'expression ultime de ma place dans leur monde, quelque part en dessous de la contravention de stationnement de Marc, quelque part en dessous de leur inconvénient. Le désir de leur amour n'est pas mort, il a été brutalement assassiné par leur indifférence dans mon moment de plus grand besoin. C'était mon fond, seul, blessé, et voyant enfin la vérité sans le filtre flou de l'espoir. Et à ce moment-là, la douleur dans ma poitrine, celle qui n'était pas liée à l'accident, a cédé la place à quelque chose d'autre, quelque chose de froid et de dur, la résolution. Je ne serai plus la ressource fiable. Je ne serai plus le plan de secours. Je ne serai plus le distributeur automatique de billets. Il pouvait privilégier la crise éphémère et fabriquée de Marc par rapport à la mienne, très bien. Il pouvait avoir ça, mais il perdrait tout le reste. J'ai repris mon téléphone, ma main plus stable cette fois-ci. L'écran fissuré s'est allumé, montrant le rappel ignoré. Je l'ai ignoré. J'ai ouvert mes contacts et j'ai défilé au-delà de maman et papa. Je suis allé à Madame Emily Dawson, mon avocate. Appeler Madame Dawson des urgences était surréaliste. Ma voix était faible, rauque à cause de la douleur et de l'émotion brute qui venait de me déchirer. Madame Dawson, ai-je dit, essayant de rester calme, c'est Alex. Je suis désolé de vous appeler si tard, mais je suis aux urgences. Elle était calme, professionnelle. Alex, allez-vous bien? Que s'est-il passé? J'ai brièvement expliqué l'accident, puis je suis allé droit au but, les mots jaillissant, teints d'amertume.
J'ai appelé mes parents pour les prévenir. Ils m'ont dit que je faisais un remue-ménage, que mon frère avait fait une crise à cause d'une contravention, et qu'ils étaient occupés à l'aider. Ils ont dit que je n'étais pas en train de mourir et que je ne devais pas appeler en panique, et ils ont raccroché. Silence de son côté pendant un moment, un silence différent de celui de ma mère, qui était méprisant. Celui-ci était lourd, attentif. Je vois, a dit Madame Dawson doucement. Alex, je suis tellement désolé que vous traversiez cela, surtout maintenant. J'en ai assez, Madame Dawson, ai-je dit, les mots fermes malgré ma douleur. Absolument assez. Je veux les couper au tout au l'argent que j'envoie, tout. Et j'ai besoin de savoir ce que je peux faire légalement pour m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire ça ou pour me protéger de tout ça. J'ai rapidement expliqué l'historique du soutien financier, les demandes incessantes, le favoritisme. Madame Dawson a écouté patiemment. D'après ce que vous me dites, Alex, cela ressemble à un schéma clair d'exploitation émotionnelle et financière, a-t-elle dit. Bien que la rupture des liens personnels soit un choix, nous pouvons certainement prendre des mesures légales pour formaliser les limites financières et protéger vos avoirs et votre avenir. Nous pouvons révoquer toute procuration, modifier les bénéficiaires sur les comptes, veiller à ce qu'ils ne soient inscrits d'aucune manière qui leur donne le contrôle ou l'accès si quelque chose vous arrive. Ce sera compliqué. Ils ne réagiront pas bien. Je m'en fiche de la façon dont ils réagissent, ai-je dit, et je le pensais. La blessure vive de leur négligence aux urgences avait cautérisé le dernier morceau de moi qui se souciait de leur approbation ou de leur image publique. Que dois-je faire? Je peux venir à l'hôpital, a-t-elle dit sans hésitation. Nous pouvons faire rédiger et signer quelques documents initiaux. Protégeons-vous, Alex. En attendant Madame Dawson, une infirmière est venue vérifier mes signes vitaux. Elle était gentille, son sourire authentique. Elle a ajusté ma couverture, a rempli mon verre d'eau. Des actes simples de soins d'une étrangère semblaient plus significatifs à ce moment-là que des années d'amour conditionnel de mes parents. J'ai aussi vu un texto apparaître de ma copine Sarah. « Salut Alex, je viens d'apprendre que tu as eu un accident. Tellement inquiète. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. » En envoyant des pensées de guérison. Une petite chaleur inattendue s'est répandue dans ma poitrine. Sarah connaissait certains de mes problèmes familiaux, mais j'avais toujours minimisé la gravité, les protégeant même de mes amis. Son simple message, entièrement axé sur mon bien-être, contrastait fortement avec l'appel de mes parents. C'était une bouée de sauvetage. Cela m'a rappelé qu'une connexion authentique existait en dehors de ce cercle toxique. Madame Dawson est arrivée environ 1 heure plus tard. Elle était discrète, vêtue d'un tailleur professionnel, portant une petite mallette. La voir entrer dans le box stérile était comme si des renforts arrivaient ou comme si l'aide était enfin arrivée. Elle s'est assise près de mon lit, calme et concentrée. Elle avait apporté des documents initiaux basés sur notre appel. Elle a expliqué chacun d'eux attentivement, révocation d'une procuration générale que j'avais donnée à ma mère il y a des années, au cas où, modification des bénéficiaires sur une petite assurance vie, révision d'un projet de testament basique que j'avais fait faire. Des mesures simples et logiques pour supprimer leur accès et leurs revendications juridiques. Alors que je signais chaque page, mes mains fermes malgré la douleur dans ma jambe, un autre type de douleur a fait surface, le chagrin. Il ne s'agissait pas seulement de signer des papiers, il s'agissait de signer le jugement de divorce de ma famille, l'acte de décès de l'espoir auquel je m'étais accroché pendant 3 décennies. Chaque signature était un coup de marteau sur la façade effondrée de la famille et de la famille. Mais sous le chagrin, un sentiment croissant d'autonomisation prenait forme. Je reprenais le contrôle. Je me mettais en premier ou peut-être pour la première fois de ma vie. Alex, a dit Madame Dawson, faisant une pause alors que je signais un formulaire, vous avez mentionné que vous les souteniez financièrement depuis des années. Avez-vous des documents à ce sujet? Oui, ai-je dit, ma voix plus forte. J'ai commencé à en tenir compte il y a environ 6 mois, après que Marc a eu besoin d'un autre paiement d'urgence pour une dette que je ne connaissais même pas. Quelque chose ne semblait pas juste. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, mais j'ai commencé à enregistrer les relevés bancaires, à copier les courriels où ils demandaient de l'argent, même à enregistrer parfois lorsqu'ils appelaient, faisant des demandes ou essayant de me culpabiliser. Un instinct de survie, je suppose. C'était le rebondissement silencieux. La documentation n'était pas un acte soudain de vengeance, c'était une prise de conscience progressive au fil du temps que la dynamique était malsaine, couplée à un besoin profond de valider ma propre réalité confuse. Ils ont continué à dire que j'imaginais les choses,
que je n'aidais pas tant que ça, qu'ils avaient tellement fait pour moi. Une partie de moi a commencé à documenter pour me le prouver à moi-même, pour arrêter le gaslighting dans ma propre tête. Les yeux de Madame Dawson ont enregistré un éclair de surprise, puis d'approbation. C'est excellent, Alex. Cette documentation sera cruciale s'il décide de contester quoi que ce soit, ou plus probablement, d'essayer de nuire à votre réputation. Elle fournit des preuves concrètes de l'ampleur de la dépendance financière et de vos efforts. Je lui ai donné les codes d'accès pour les services bancaires en ligne et je lui ai indiqué le stockage en nuage où j'avais enregistré les documents. Elle a commencé à compiler rapidement les chiffres sur son ordinateur portable. Le nombre croissant à l'écran ou le montant total d'argent que j'avais effectivement donné était stupéfiant. Il ne s'agissait pas seulement de quelques milliers d'euros ici et là au fil des ans, cela s'élevait à une petite fortune, un acompte sur une maison, ma propre épargne solide. Au lieu de cela, cela avait soutenu l'irresponsabilité de marquer le style de vie et les exigences de mes parents. Alors que Madame Dawson travaillait, mon téléphone a vibré à nouveau un texto de Marc, j'ai entendu dire que tu es à l'hôpital. J'espère que tu ne simules pas pour attirer l'attention, lol. Les parents ont dit que c'est juste une entorse de toute façon. Maman TTL dit que j'avais besoin de cet argent pour la contravention? C'est assez urgent. Mon sang s'est glacé, puis s'est réchauffé d'indignation. Pas un mot sur mon bien-être, juste une continuation du même récit égocentrique. Cela a solidifié ma résolution. Ce n'était pas de la famille, c'était une transaction commerciale à laquelle il pensait avoir droit. Madame Dawson a terminé les premiers documents. Très bien, Alex, c'est signé et initié. Je vais m'occuper de tout à partir d'ici. Je vais officiellement informer vos parents des changements. Étant donné les circonstances, j'anticipe que leur réaction sera significative. Ils sont probablement en route ici maintenant, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, un nœud d'appréhension se resserrant dans mon estomac malgré ma résolution. Probablement, après que l'hôpital les ait appelés aussi. Bien, a-t-elle dit, le ton calme. Laissez-les venir. Nous sommes préparés. Nous avons attendu. La pièce stérile était chargée d'anticipation. Le ronronnement silencieux des machines, les sons lointains des urgences où ils étaient la toile de fond d'une bataille sur le point de commencer, non pas avec les points, mais avec la vérité et les conséquences. Ma jambe palpitait, une encre physique me reliant à la réalité de ma situation. Mon cœur battait, non plus par peur, mais par l'adrénaline de la confrontation. J'ai regardé la pile de papiers signés, les preuves que Madame Dawson compilait. Je n'étais plus l'enfant impuissant attendant l'approbation. J'étais un homme avec des limites, debout sur la vérité. La porte de mon box s'est ouverte, et mes parents sont entrés. Leur entrée était une performance soigneusement orchestrée des sourires collés sur leur visage pour le bénéfice de tout le personnel qui passait, hein, oh, Alex, chéri. Nous nous sommes précipités dès que possible, précipités et presque théâtrales. La voix de ma mère était un peu trop aiguë, mon père avait l'air impatient, regardant sa montre. Ils s'approchèrent du lit, mais leurs yeux se posèrent d'abord sur Madame Dawson. Leurs sourires hésitèrent, remplacés par la suspicion. « Qui est-ce » demanda mon père, sa voix perdant instantanément sa chaleur artificielle. « Bonsoir » dit Mademoiselle Dawson calmement, se levant de sa chaise. « Je suis Emily Dawson, l'avocate d'Alex. » Les masques tombèrent complètement. Le visage de ma mère pâlit, puis rougit. La mâchoire de mon père se serra. « Avocate ? Qu'est-ce que c'est, Alex ? Que se passe-t-il ? Nous poursuivez-vous en justice ? Non, maman, papa, dis-je, ma voix claire et stable, me surprenant moi-même. Je ne vous poursuis pas en justice. Je l'ai regardé dans les yeux. Je me protège de vous. Ma mère poussa un petit cri, se saisissant dramatiquement de sa poitrine. Te protéger de nous ? De tes propres parents ? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, répétai-je, une pointe d'amertume s'insinuant dans ma voix. Est-ce ainsi que vous appelez ça ? Ignorer mes appels des urgences parce que Marc faisait une crise à cause d'une contravention ? Me dire de ne pas paniquer parce que je n'étais pas en train de mourir ? Est-ce la somme totale de ce que vous pensez être votre obligation ? Leurs yeux se détournèrent, incapables de rencontrer les miens. Nous étions simplement inquiets pour Marc, bredouilla ma mère, recourant instantanément à la rationalisation. Il était très contrarié. L'hôpital nous a appelés de toute façon. Nous savions que tu allais bien. Bien ?
Je ris presque, un son sec et sans humour qui me fit mal aux côtes. Je suis allongé ici avec une possible jambe cassée, drogué aux analgésiques, seul, parce que ma famille était trop occupée à dorloter un homme adulte à cause d'un ticket de stationnement. Ne me dites pas que j'allais bien. Tu fais une montagne d'une taupinière, Alex, dit mon père, sa voix durcissant. Tu es trop dramatique. Nous arrivions dès que possible. Marc avait besoin de nous. Sa phrase fétiche justifiant les besoins de Marc par-dessus tout, le corriger-je, la vérité mise à nu. Il avait besoin d'argent pour une amende qui était plus importante que le fait que son frère soit aux urgences. Tout comme l'argent a toujours été plus important. Mademoiselle Dawson fit un pas en avant, tenant une pile de papiers. Monsieur et Madame Miller, Alex m'a mandaté pour vous informer de ses décisions concernant ses affaires personnelles et financières. Son ton était calme, clinique, un contraste frappant avec la tempête émotionnelle qui se préparait. Avec effet immédiat, Alex cesse toutes les contributions financières volontaires avouées à son frère. Cela inclut toutes les allocations, les paiements de dettes ou l'aide pour les factures. De plus, il a révoqué toutes les procurations, révisé son testament et mis à jour les bénéficiaires sur les comptes pour vous retirer. Elle remit les documents à mon père. Il les prit, le visage un masque d'incrédulité. Ma mère lui en arracha un, les yeux scannant la page, sa bouche s'ouvrant dans un soupir silencieux alors que le sens s'installait. L'argent, c'est ce qui les a vraiment touchés. Non pas ma douleur, non pas leur négligence, mais la perte de leur flux de revenus fiables. Tu ne peux pas faire ça, cria ma mère, sa voix perdant tout prétexte de calme. Nous avons besoin de cet argent. Marc a besoin de cet argent. Nous en sommes venus à compter dessus. Exactement, dis-je tranquillement. Vous en êtes venus à compter dessus. Vous m'avez vu comme une source de fonds, pas comme un fils. C'est scandaleux, rugit mon père, froissant légèrement les papiers dans sa main. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Nous t'avons élevé. Tu nous dois. Son visage était rouge de rage, son masque social complètement disparu, révélant le droit au titre en dessous. Que vous dois-je, demandai-je, me relevant légèrement, ignorant la douleur lancinante dans ma jambe. Vous dois-je des années à être le second choix? Vous dois-je de constamment renflouer Marc pendant que vous me félicitiez d'être responsable, puis vous me punissiez en exigeant mes ressources? Vous dois-je de m'ignorer lorsque j'étais blessé? Nous ne t'avons jamais ignoré, insista ma mère, le gaslighting revenant. Tu imagines des choses. Tu es un enfant cruel et ingrat. C'est Marc qui a des difficultés, il a besoin de plus de soutien. Tu as toujours été le plus facile. C'était le récit principal, j'étais facile parce que je ne leur causais pas de problème et que je fournissais des solutions. Marc était difficile et sensible parce qu'il avait constamment besoin d'être renfloué, ce qui justifiait leur concentration et mon apport financier. Oh, vous pensez que j'imagine des choses, dis-je, ma voix dangereusement basse. À propos de vous m'ignorant? À propos de prioriser Marc. Je regardais Mademoiselle Dawson. Mademoiselle Dawson, pourriez-vous jouer l'enregistrement d'avant? Mademoiselle Dawson hocha la tête, sortant son téléphone. J'avais appuyé sur enregistrer sur mon téléphone juste après que ma mère ait répondu, animée par un étrange instinct, une curiosité morbide sur la façon dont il réagirait. Cet enregistrement avait été automatiquement synchronisé avec mon stockage en nuage, et j'avais donné accès à Mademoiselle Dawson. Elle appuya sur lecture. La pièce stérile fut remplie du petit son de ma propre voix tendue disant « Maman, je suis aux urgences. Il y a eu un accident. » Suivi du soupir impatient de ma mère, du grognement dédaigneux de mon père, puis de leur voix, froide et claire, « Pourquoi fais-tu tout ce remue-ménage? Tu n'es pas en train de mourir. N'appelle pas en panique. Marc a besoin d'argent de toute urgence pour payer l'amende. » Le son s'est interrompu. Le silence régnait dans l'air, épais et suffocant. Mes parents ont regardé le téléphone de Mademoiselle Dawson, puis moi, le visage figé d'horreur. Leur propre voix, leur propre cruelle indifférence, leur ont été rejouées dans un audio indéniable. Le gaslighting est mort sur leurs lèvres, les rationalisations sonnaient creuses. Ce n'était pas Alex qui était dramatique, c'était eux pris en flagrant délit. Qu'est-ce que c'est, bredouilla ma mère, le visage cendré. C'est, dis-je, les regardant droit dans les yeux, la vérité. C'est ce que tu as dit? C'est ce que tu es. Le visage de mon père se contracta de rage, un masque terrifiant de droit au titre exposé. Tu nous as enregistrés? Comment oses-tu?
C'est illégal. En fait, dans cet état, ce n'est pas le cas, dans ces circonstances, interrompit calmement mademoiselle Dawson, brisant son aplomb avec un simple fait juridique. Et le contenu parle de lui-même, n'êtes-vous pas d'accord? Il illustre assez clairement la nature de la relation et la priorité accordée à l'urgence médicale réelle de M. Miller par rapport aux problèmes mineurs de son frère. Cet enregistrement, couplé aux importants dossiers financiers qu'Alex a compilés, elle fit un geste vers l'écran de son ordinateur portable où une grosse somme d'argent était visible, fournit un argument convaincant si vous choisissez de contester la décision d'Alex de cesser son soutien financier. Il démantèle plutôt toute allégation d'ingratitude de sa part lorsqu'il est vu dans le contexte de ses contributions substantielles et de votre négligence documentée. Ils étaient acculés. Leur image était brisée, non seulement pour moi, mais aussi pour un observateur neutre et professionnel. La perte financière était réelle, les preuves étaient irréfutables. La rage luttait contre la panique dans leurs yeux. « Nous allons vous poursuivre en justice », cria ma mère, pointant un doigt tremblant vers moi. « Nous allons dire à tout le monde quel fils horrible tu es. Tu vas le regretter. Vous êtes libre d'intenter toute action en justice que vous jugerez appropriée, Madame Miller, dit mademoiselle Dawson en douceur. Cependant, sachez que toute action de ce genre nécessiterait la divulgation complète de ces faits et de ces documents dans un forum public, et la diffamation est également une question juridique. J'ai regardé mes parents, ces personnes qui étaient censées être mon havre de paix, ma famille. Ils ressemblaient à des étrangers, laids avec la cupidité et le contrôle déjoué. Partez, dis-je doucement. Partez simplement. Il n'y a plus rien à dire. Ils hésitèrent un instant, peut-être s'attendant à ce que je recule, que je m'excuse, que je supplie. Mais je les ai simplement regardés, vides de tout l'ancien espoir et de la douleur, les voyant simplement pour ce qu'ils étaient. Finalement, bouillonnant et vaincus dans cette bataille cruciale, ils se sont retournés et sont sortis du box, les papiers juridiques froissés toujours serrés dans la main de mon père. Le bruit silencieux de la porte qui se fermait ressemblait à la fin d'une ère toxique et douloureuse. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était lourd, mais il n'était pas vide. Il était rempli du bourdonnement silencieux des machines de l'hôpital, des pas lointains dans le couloir, et de la faible odeur d'antiseptique. Mais pour la première fois, il ressemblait aussi à mon espace n'attendant plus leur validation, leur appel, leur approbation, juste le mien. Mademoiselle Dawson rangea ses affaires. Ils vont se battre contre ça, Alex, dit-elle, sa voix retrouvant son calme habituel. Ils vont essayer de te rendre la vie difficile. Attends-toi à des appels en colère, des textos de marque, peut-être même quelques courriels ou publications sur les médias sociaux désagréables visant à te faire passer pour un mauvais garçon. Je sais, dis-je. Et je le savais. La tempête n'était pas terminée, mais l'œil du cyclone était passé. La confrontation principale était terminée. Je vais tout gérer, m'a-t-elle assuré. Votre documentation est solide, leur comportement, notamment cet enregistrement, il va très rapidement supprimer la plupart de leurs options juridiques. Ils peuvent essayer de faire du bruit, mais ils n'ont aucun droit de vous forcer à les soutenir. Après le départ de mademoiselle Dawson, la douleur physique est revenue au premier plan, une douleur sourde constante, mais c'était presque une douleur bienvenue, une sensation ancrée après le tourbillon émotionnel. J'étais physiquement brisé, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entier, intact, libre. Les jours à l'hôpital se sont estompés, douleur physique, examen, consultation. Mais le paysage émotionnel avait subi un changement sismique. Sarah est venue me rendre visite, apportant des fleurs et une préoccupation sincère. Nous n'avons pas beaucoup parlé de mes parents, nous n'en avions pas besoin. Sa présence, sa simple gentillesse, était une validation. Elle m'a vu. Le contre-coup attendu a commencé presque immédiatement après mon retour à la maison, boitant sur des béquilles, des textos en colère de Marc, des messages vocaux de supplication désespérés de ma mère alternant avec des accusations furieuses. Je n'ai pas répondu, mademoiselle Dawson m'avait conseillé un contact minimal, la laissant gérer toutes les communications. Puis vint la retombée sociale. Mes parents étaient maîtres dans la gestion de leur image. Ils ont commencé à publier sur Facebook des messages subtilement vagues sur la douleur des malentendus familiaux et la nature ingrate de certaines personnes. Une tante éloignée, probablement nourrie d'une version déformée des événements, m'a envoyé un courriel déçu au sujet de la loyauté familiale. Cela m'a fait mal de voir leur manipulation au travail, de voir qui les a choisis pour les croire. Mais ensuite est venu le contre-courant. Sarah m'a subtilement défendu auprès de connaissances communes. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années,
quelqu'un qui s'était éloigné de ce côté de la famille depuis longtemps, m'a contacté. Alex, disait son courriel, j'ai entendu ce qui s'est passé avec tes parents et Marc. Je veux juste que tu saches que je te crois. J'ai aussi vu les schémas, pendant des années. Tu as fait ce qu'il fallait. Il faut un courage incroyable pour se mettre en premier comme ça. Tu n'es pas seul. Ce courriel m'a fait pleurer non pas de tristesse, mais d'un soulagement profond. Une personne extérieure objective, quelqu'un qui avait été témoin de leur comportement, a confirmé ma réalité. Ce n'était pas seulement moi, je n'étais pas fou, je n'imaginais pas les choses. Ces liens, construits sur une compréhension partagée et un soutien sincère, étaient ma nouvelle famille. Mademoiselle Dawson a géré le bruit juridique efficacement. Les menaces de poursuite judiciaire de mes parents se sont estompées face aux preuves qu'Alex avait compilées et aux réponses calmes et fermes de Mademoiselle Dawson. Marc a apparemment essayé de trouver un avocat pour me forcer à payer son amende de contravention, mais cela n'a mené nulle part. Le robinet financier était bien et vraiment coupé. Ma jambe a guéri lentement. Les béquilles ont été remplacées par une canne, puis par rien. La physiothérapie était difficile mais simple. C'est la guérison émotionnelle et psychologique qui a été le vrai marathon. La thérapie m'a aidé, en parlant des années de manipulation, en comprenant mes propres schémas de recherche de validation, en apprenant à accepter que la dynamique familiale que je désirais n'a jamais été réelle. La liberté financière était palpable. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir de l'argent, il s'agissait de l'absence de la peur du téléphone qui sonne, de l'email demandant de l'argent, des voyages culpabilisants. Mon compte bancaire a augmenté, non seulement en chiffres, mais en ce qu'il représentait, mon travail, ma valeur, pour moi. Je pouvais épargner, investir, planifier mon avenir, un avenir n'étant plus lié à la consolidation des autres. J'ai beaucoup réfléchi à ce que signifiait la famille. Ce n'était pas le sang, pas intrinsèquement. C'était le respect, l'amour, le soutien, les limites. Les gens qui se sont manifestés, non pas parce qu'ils étaient obligés, mais parce qu'ils se souciaient. Sarah, Mademoiselle Dawson, ma cousine, ils étaient ma famille maintenant. Perdre mes parents et mon frère ressemblait à une mort, un deuil complexe pour des gens qui étaient encore en vie. Il y a eu des moments de tristesse, des vagues de deuil pour le récit, mais ces moments étaient moins nombreux et plus espacés. Ils ont été remplacés par la paix, par le respect de soi, par la force tranquille de savoir que je m'étais sauvé moi-même. Mon voyage depuis cette salle d'urgence stérile ne portait pas seulement sur la guérison d'une jambe cassée, il portait sur la réparation d'un esprit brisé. J'avais été financièrement exploité, émotionnellement négligé et soumis au gaslighting par les personnes qui étaient censées être mon fondement. Mais dans leur dernier acte de négligence, ils m'avaient fait le cadeau douloureux de la clarté. Ils m'ont montré que ma valeur n'était pas dans mon portefeuille ou ma volonté de sacrifier, mais dans mon droit inhérent d'être traité avec dignité et attention. Il a fallu être brisé, blessé et abandonné dans une pièce stérile pour que je comprenne enfin la véritable signification des limites. Il a fallu la vérité brute et indéniable de leur indifférence pour me libérer du besoin de leur approbation. J'ai perdu une famille qui ne m'a jamais vraiment vu, mais je me suis trouvé, et c'était un rétablissement plus profond que toute guérison physique. À tous ceux qui se sont sentis invisibles, inaudibles ou utilisés par les personnes que vous appelez famille, vos sentiments sont valables. Vous ne l'imaginez pas. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous fournissez ou à la facilité avec laquelle vous pouvez être contrôlé. Fixer des limites, même en famille, n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte d'autopréservation. C'est un acte de courage. Vous n'êtes pas seul. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, ou si vous avez navigué dans des dynamiques familiales difficiles similaires, je vous invite à partager votre expérience ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous pouvons trouver de la force en partageant nos histoires.